Mais de temps en temps, il y a des scientifiques qui continuent de faire du bruit et refusent de se taire. Ils s'entêtent. Eh bien, dans ce cas, on les détruit publiquement. Ça faisait à peu près moins d'un an que j'étais sur le sujet. Et puis à un moment donné, dans une réunion du ministère de l'Agriculture, je critique le protocole expérimental qui avait été proposé par la société Bayer pour faire le clair sur un de leurs produits. Donc quelques mois après, je reçois un courrier d'un cabinet d'avocats représentant la société Bayer et qui me dit qu'elle tient mes propos pour diffamatoires. Ensuite, la société Bayer se réserve donc le droit de donner à ces faits des suites judiciaires qu'elles peuvent comporter, la diffamation étant un délit. Allez hop, on en rajoute sur une couche. Autrement dit, c'est la première menace et ça, traduit en termes beaucoup plus clairs, c'est taisez-vous, vous faites des découvertes sur nos produits, eh bien vous les tenez cachés. Ah, moi j'étais sidéré. J'étais sidéré qu'on puisse faire ça. Moi j'avais travaillé sur d'autres sujets qui ne représentaient pas d'intérêt économique. J'avais une idée assez idéale de la recherche et de la vérité en général. Comment une compagnie peut-elle venir interférer avec mes recherches dans mon laboratoire? Il demandait au CNRS d'agir de son influence, donc le CNRS, le siège à Paris, d'agir de son influence sur moi pour que je ne parle pas aux médias, par exemple, alors que ces découvertes-là étaient importantes pour les apiculteurs en particulier. Tout a commencé quand nous avons découvert que les néonicotinoïdes ne servaient à rien pour faire pousser le soja, qu'ils tuaient les prédateurs des ravageurs, mais pas les pucerons. J'ai été embauché juste après mes études, au département de recherche du ministère de l'Agriculture. J'y suis resté 11 ans. Tout allait bien. J'avais reçu une médaille à la Maison-Blanche de meilleur jeune scientifique du pays. Le président Obama me l'avait remise. Et puis, nous avons commencé à poser les mauvaises questions, je pense. Le harcèlement a commencé doucement, avec des demandes de précision sur mes présentations ou mes publications, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Et c'est devenu plus agressif. Ils ont commencé à me suspendre pour de toutes petites infractions. De l'administratif qui n'a pas été rendu à temps, des trucs dans le genre. Et puis ils ont commencé à convoquer mon équipe en demandant qu'est-ce que John a fait qui ne serait pas dans les règles ces derniers temps. On aimerait bien savoir. Et ils ont commencé à interroger les gens. En faisant mon enquête, j'ai parlé à des dizaines de scientifiques. La plupart avaient peur de parler ouvertement. Et beaucoup refusaient d'être cités parce qu'ils avaient peur d'être poussés vers la sortie, de la même manière que Jonathan Lundgren au ministère de l'Agriculture. L'anxiété et la pression étaient devenues trop fortes. Et donc je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fous ici? Et j'ai démissionné. Les gens savent que s'ils critiquent les secteurs qui rapportent gros, ils ne recevront plus de financement pour leurs recherches. S'ils critiquent les entreprises privées, toute leur université peut perdre de l'argent. Mes supérieurs ne cherchaient pas forcément à me nuire. Ils voulaient juste protéger les intérêts du ministère et mes collègues de travail. Salut tout le monde! Allez, vous allez sortir par là. C'est parti. Jonathan Lundgren dirige aujourd'hui une ferme pour mettre ses connaissances scientifiques au service d'une agriculture respectueuse de l'environnement.
et prouver qu'il est possible de produire à grande échelle, tout en régénérant les sols. Ces pressions sur les scientifiques ont pour but de ralentir l'avancée des études d'impact sur la biodiversité. Les firmes agrochimiques savent parfaitement que l'avenir des pesticides, il est plus derrière elles que devant. Mais le tout, c'est de gagner un peu de temps. Parce que gagner un peu de temps, c'est gagner encore beaucoup d'argent. Pour homologuer des pesticides, c'est très rapide. Mais on met un temps fou à les retirer du marché. Le meilleur baromètre pour savoir si les stratégies de l'industrie de la chimie fonctionnent, c'est la régulation. C'est vraiment le cœur, c'est le cœur du réacteur en quelque sorte. Quand on cherche à savoir quel type de tests réglementaires ont été réalisés, par exemple pour évaluer les risques de ces produits sur les abeilles, eh bien on se rend compte que ces tests ont été construits, ont été définis par les industriels eux-mêmes. Je vous donne un exemple. Vous faites un test sur les abeilles en 24 heures. Vous avez très peu de mortalité d'abeilles. Vous attendez 3 fois plus, 3 jours, là vous commencez à avoir la mortalité. Si vous arrêtez le test au bout de 24 heures, tout va bien, il n'y a pas de mortalité. Vous faites valoir ça auprès des autorités, les autorités vous disent « bon, c'est bon, ça marche, on homologue ». On ne peut pas être jugé parti. Donc là, on est dans les conflits d'intérêts évidents. C'est non seulement le loup qui garde la bergerie, mais on autorise le loup à garder la bergerie après qu'il a mangé la moitié des moutons. Je peux vous assurer, et j'ai étudié la régulation et l'évaluation des risques des pesticides pendant plus de 20 ans, personne ne contrôle. Personne ne contrôle, c'est impossible. Vous avez des articles, des textes, des pages et des pages et des pages d'articles de base, d'articles nouveaux. Ouais, c'est monstrueux, c'est monstrueux. C'est des milliers de pages. On doit passer tout ça là en revue pour dire quand on amende un texte, on va amender à tel niveau, on va passer de tel grammage pour autoriser tel produit à tel grammage pour autoriser tel produit. D'ailleurs, souvent, en fait, les gens se demandent pourquoi les agences réglementaires parfois laissent passer comme ça des produits qui sont problématiques. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Est-ce qu'ils sont corrompus, etc. En fait, quand vous voyez un dossier réglementaire de plusieurs milliers de pages, il faut des ressources humaines considérables pour faire un travail original, éclairé, sur une telle masse documentaire. Si on suivait la science sur cette histoire, ça fait très longtemps que ces produits auraient été absolument interdits. C'est là que les lobbies de l'agrochimie entrent en jeu. Leur objectif, bloquer toutes les tentatives d'interdiction de leurs pesticides. L'influence des lobbies de l'industrie de l'agrochimie s'exerce plus ou moins de la même manière que celle de tous les grands groupes industriels les plus polluants. Le modèle, c'est celui qui a été développé par l'industrie du tabac. Depuis les années 50 et 60, les fabricants de tabac savaient que leurs produits créaient une dépendance et étaient mortels. Pour contrer toute possibilité de réglementation, de retrait ou de responsabilité de leurs produits, ils ont créé une ribambelle de cercles de réflexion, d'experts en relations publiques et autres, qui s'opposaient à toute étude scientifique démontrant les effets mortels du tabagisme. Pendant des années, ils ont dit « les cigarettes ne provoquent pas le cancer ». Ils ont fait défiler toutes sortes d'experts qui disaient « les cigarettes ne causent pas le cancer ». Ils ont ralenti toute réflexion pendant au moins 20 ans avec leurs experts qui disaient « nous n'avons pas assez de données ». Et c'est exactement ce que fait l'industrie des pesticides.